Retour de la pause, on va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo. J'aimerais dire un mot, s'il te plaît. Sur le Burkina. Oui, sur le terrorisme. Vous savez, le mal se perfectionne au jour le jour. Avant, il déclarait la guerre, ou bien il provoquait des guerres pour pouvoir extraire nos ressources naturelles dans des pays là ou bien. Et comment? Quand il y a la guerre, celui qui gagnait, ils sont derrière celui-là pour pouvoir diriger le pays. On en a vu avec la guerre de Biafra. Malheureusement, Ojumeka est décédé. A perdu, il a décédé tout récemment, a perdu la guerre et n'ont pas pu contrôler le Nigeria. Mais on a vu qu'ils ont réussi au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, qu'ils ont armé contre un citoyen, un simple général citoyen qu'on a armé et qui avait des moyens plus que l'armée régulière. Il avait l'aviation, il y avait des avions de chasse, un seul individu, et que l'armée même n'avait pas. Et il a combattu l'armée régulière de Pascal Lissouba, il les a battus. Et c'est comme ça qu'il faisait pour contrôler le pétrole congolais. Et donc, ici, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils trouvent des minerais, alors les rumeurs, les preuves, du moins tout ce qu'on nous envoie un peu partout démontre qu'ils exploitent de l'or au Mali. Ils exploitent de l'or un peu partout dans le désert là-bas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre la zone inaccessible à l'armée régulière. Rendre la zone inaccessible à l'État dans lequel ils sévissent. Ils en ont fait l'expérience en Centrafrique. Ils ont créé des ordres un peu partout, des miliciens de gauche à droite. Et au centre, ils exploitent les cobaltes, le diamant, tout ce qui est minerai là-bas. Ils en ont fait. Au Congo, ils continuent. Donc, le mal se perfectionne au jour le jour. Et c'est ça l'objectif même du terrorisme là-bas. Créer une insécurité indescriptible autour des zones de minerais. Ils exploitent les mines là-bas, ils exploitent de l'or et tout ce qu'ils peuvent trouver dans le sous-sol là-bas, ou bien si c'est à ciel ouvert, et rendre cet endroit inaccessible. Et vous allez voir que même les hélicos, leurs propres hélicos ou les hélicos de l'armée régulière ne peuvent pas survoler ces zones-là. Et vous allez voir, s'ils ont ça ici, si vous voulez quitter par exemple hôtel La Concorde ici pour atteindre la station d'Agbalpedo, au lieu de passer par ici en quelques minutes, ils sont obligés d'aller contourner, aller passer par Agoué, passer par, vous voyez, l'échangeur de quoi là, et venir à Agbalpedo ici. Parce que s'ils survolaient la zone, et on allait découvrir ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça l'objectif du terrorisme là-bas. Je pense que, quels que soient les cas, il faut que nos dirigeants trouvent quand même une solution. C'est ça, on ne va pas quand même rester les bras croisés, abdiquer devant le pillage systématique de nos ressources. Cette crise de Covid a démontré la faiblesse de certains géants aux pieds d'argile. On en a vu. Ils se targuaient être les puissances mondiales, mais au finish, on a vu que c'est des géants aux pieds d'argile. Et donc, nos autorités doivent se réveiller. Et au niveau de l'Union africaine, cesser les discours et passer aux actes. C'est ça seul qui peut nous faire sortir. À partir du moment où ces États sont construits par d'autres, c'est difficile de passer aux actes. La République démocratique du Congo, on continue maintenant avec ce sujet. L'ONU, préoccupée par les violations des droits de l'homme sous le nouveau régime, la situation dans l'Est de la RDC, l'Est de la RDC, l'Ituri, le Sud Kivu, en proie à des conflits incessants. Plusieurs groupes armés s'affrontent dans cette partie du pays. L'armée donc fait face à ces groupes qu'elle tente de déloger. Et dans ces conflits, eh bien, des violations massives des droits de l'homme sont perpétrées aussi bien par les groupes armés que par l'armée régulière elle-même, situation documentée dans un rapport de l'ONU. Est-ce que, David Diakbavi, la situation dans l'Est, où on sait qu'en temps de guerre, il est très difficile d'appliquer les notions de droits de l'homme, c'est ça qui fait que l'armée régulière se complète dans ces genres d'attitudes? L'armée régulière congolaise a toujours été incapable face aux incursions des groupes
rebelles dans ces zones ou dans ces parties de la RDC, ce qui ouvre la voie à des exactions, à des massacres et à des tueries régulièrement, on en a vu. Et ça a commencé depuis l'arrivée au pouvoir de Kabila Père. C'est avec son arrivée au pouvoir, ou c'est alors avec sa rébellion contre le président Mobutu que les frontières de la RDC ont été ouvertes à toutes les rébellions. Et elles sont venues de n'importe où, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, etc. Et elles sont arrivées sur le territoire congolais et elles ont décidé de devenir les maîtres de ces parties ou de ces régions de ce pays-là. Donc aujourd'hui, ces parties ou ces régions du territoire congolais échappent à l'armée congolaise, échappent également à tous les gouvernements qui se sont succédés. Depuis Kabila Père, Kabila Fils et aujourd'hui Tshisekedi, aucun de ces gouvernements n'est véritablement arrivé à stabiliser ces régions. Pourquoi? Parce que c'est des régions qui ont été envahis par des rebelles qui sont puissamment armés et qui contrôlent les richesses de ce pays-là, dans cette région. Quand on vous parle du Sud Kivu, quand on vous parle du Katanga, quand on vous parle de certaines régions, on parle de l'or, on parle du diamant, on parle voilà. Et donc c'est avec ça, c'est avec ces minéraux que ces groupes rebelles arrivent à financer les achats des armes, etc. pour s'imposer. Et qui sont leurs clients? Les Occidentaux, ça revient toujours au même. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de respect des droits humains dans cette région, dans ces régions. Et tous les jours, c'est des assassinats. Pour un rien, on vous regroupe, on vous tue, on vous viole. Mais on attend de l'armée régulière qu'elle ait un autre comportement, pas le comportement qu'ont les groupes armés qui, eux, sont dans la terreur, qui sont sans foi ni loi. Est-ce que l'armée régulière congolaise a aujourd'hui a été soutenue par le gouvernement? Quand on vous dit que l'armée congolaise aujourd'hui, elle est démunie, hein. Elle n'a rien. Les soldats préfèrent peut-être abandonner le combat pour sauver leur vie que de vouloir affronter. S'il s'agissait d'abandonner, le problème ne se poserait pas. C'est que eux aussi, ils participent. Voilà, donc ils sont mal payés. Ils ont choisi d'aller contre le respect des droits humains. Et donc ils s'y mettent, ils se sentent à l'aise. C'est peut-être aussi le seul moyen dont ils disposent pour sécuriser ne serait-ce que leur vie, celle de leur famille, etc. Vous savez, les militaires congolais, quand vous arrivez dans ces régions, parfois face à l'adversaire, ils se replient. Ils se replient et ils préfèrent lâcher, ils préfèrent se retrouver, se cacher que de vouloir combattre l'ennemi. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui appelle à une réaction collective de la part du nouveau gouvernement qui a fait du respect des droits de l'homme un cheval de bataille lors de la campagne de Tshisekedi. Oui, justement, la question de respect des droits de l'homme, le président Félix Tshisekedi l'a promis, comme le rappelait David Diababi durant sa campagne, mais on ne voit pas trop ça sur le terrain. Quand vous allez dans l'est de la RDC, dans l'Ituri, dans le Kivu et tout, les populations sont brimées par les groupes armés, mais aussi par les forces armées. Ça va s'empirant. Ce qui se passe dans ces régions va au-delà des mots, comme l'a dit les Nations Unies, l'ont dit les Nations Unies. Vous savez, si on vous décrit un tout petit peu ce qui se passe là-bas, vous allez vous demander si nous sommes dans le monde des humains ou bien si nous sommes des animaux, ou bien nous sommes pires que des animaux. Vous savez, parmi les animaux, la plupart des félins qui tuent et autres, c'est peut-être le tigre que vous allez voir. Là aussi, à moins qu'il soit agressé, tué sans vouloir manger. Un lion aurait pu te voir passer, même juste à côté de lui, te dit rien. S'il tue, c'est pour pouvoir manger. Ici, on voit que c'est des gens qui agissent pour le plaisir de le faire. Peut-être en remplissant la volonté, du moins en accomplissant la volonté de certaines puissances, de certaines communautés qui tirent leur épingle du jeu. Alors, comment on peut comprendre qu'on peut aller dans une maison, demander au père de violer ses filles, ses propres enfants, demandent eux-mêmes violer la femme devant le monsieur, tuer un des enfants,
préparer et demander aux parents de manger, décimer toute une famille et laisser seule la veuve peut-être enceinte de leur viol. Mais il y a des choses horribles qui se passent dans cette partie du Congo et qui se passent en dehors de tout contrôle gouvernemental. Et les forces légales, les forces régulières, les forces congolaises qui devaient agir participent au même jeu que les rebelles qui sont là-bas. Ils ont des armes, ils sont fortement armés, ils ont des moyens pour nuire, et personne n'arrive à les ramener à la raison. Et donc, c'est une partie du territoire qui est complètement hors la loi. Il n'y a que des barbares, il n'y a que des gens qui sont animés par des esprits au-delà des animaux, des bestiaux qui agissent là-bas, qui sévissent là-bas. Et parce que quoi? Parce que autour de ça, cela revient à ce que nous avions décrit. C'est une forme de terrorisme. Hein? C'est une forme de terrorisme qui peut-être, à partir du moment où il n'y a pas de force régulière pour les contenir, ne viennent pas frapper. Ces terroristes ne viennent pas frapper pour replier. Ils ne viennent pas frapper pour se replier après. C'est des gens qui viennent, ils frappent, ils sévissent et ils demeurent. Ils restent là-bas. Ils découvrent un autre camp, ils vont, ils commettent toujours leur forfait là-bas. C'est ce qui se passe au Congo. Eux, ils ont la liberté de se déplacer ensemble avec les forces régulières. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est un peu différent de ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, parce que là-bas, au moins, il y a l'armée régulière qui les combat. Mais ici, ce qui se passe dans ces zones de non-droit, c'est ahurissant. C'est au-delà des mots. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et l'État congolais ne doit pas rester les bras croisés. Il faut faire appel à la communauté. Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes qu'on peut trouver à l'armée? C'est-à-dire, on est sur un théâtre de guerre et la situation que Dimas a décrite tout à l'heure, vous avez des hommes qui se comportent comme des animaux. Parce que quand vous lisez un peu le rapport de l'ONU, on reproche à l'armée des exécutions extrajudiciaires. Quand vous attrapez un de ces gens qui vous tombe entre les mains de l'armée, peut-être qu'il vous a fait baver sur le terrain, le théâtre de guerre, votre première réaction, c'est pas de le remettre aux autorités pour qu'il soit jugé et tout. On peut penser lui tirer dessus en même temps. C'est des circonstances atténuantes pour l'armée. C'est aussi peut-être parce que l'armée congolaise n'a pas confiance à la justice congolaise. Vous savez, les rebelles, ils ont été nombreux à être arrêtés, hein, mais beaucoup sont repartis. Beaucoup sont repartis et ça fait très mal même. La CPI a libéré certains chefs rebelles qui ont commis des exactions dans certaines régions de la RDC. Et donc, les militaires n'ont pas confiance en cette armée, en cette justice. Et donc, ils préfèrent peut-être régler les comptes eux-mêmes rapidement là-bas. Et puis après, au moins, il y aura un rebelle de mort que de l'envoyer à Kinshasa. Et puis après, le faire juger, il se retrouve en prison quelques années plus tard. Le problème ne se pose même pas dans l'histoire, uniquement dans l'histoire des exécutions extrajudiciaires. Si c'est là-bas, on peut trouver ces circonstances atténuantes-là dont il parle ici. Mais ici, pour moi, c'est les exactions commises sur la population. Et ces exactions ont forcément une raison. Ils ont, vous savez, l'armée congolaise aujourd'hui s'est retrouvée dans une situation où elle s'est sentie pendant très longtemps abandonnée par le pouvoir de Kinshasa. Sous Mobutu. Oui, ça a commencé depuis là-bas. Et les autres, et les autres qui ont suivi n'ont pas entendu, n'ont pas voulu entendre le cri d'alarme lancé par l'armée. Et donc cette armée a voulu aujourd'hui se faire sa propre justice, sur ces territoires qui sont hors de contrôle du gouvernement congolais. Vous savez, ça fait 5 fois la France, non? 4 fois la France. La RDC, ça fait 4 fois la France. Donc, imaginez un peu ce pays millions qui a 9 frontières. Je crois que c'est le seul pays en Afrique qui a autant de frontières. Et donc, aucune des régions de tout l'ensemble du territoire n'est sous contrôle. N'a jamais Mobutu réussissait quand même à contrôler. Oui, ça c'était au temps de Mobutu. Mobutu, c'était le léopard. Mobutu, c'était le léopard. Et lui, il s'était imposé. Et donc, la guerre que Kabila père avait amenée
en RDC a fragilisé tout ce qui avait été mis en place pour sécuriser le territoire. Et donc, ces soldats qui font ces violations ne sont pas excusables. Non, pas du tout. Vous êtes là, vous êtes une armée réglementaire, vous n'êtes pas des rebelles, et quand vous arrêtez un rebelle, vous n'avez pas à le tuer, ou en fait. Et pire encore, sur les populations qui, normalement, devraient se sentir en sécurité en présence de ces armées. Mais c'est ces militaires qui ont été plus virulents dans ces exactions. Et aujourd'hui, quand la population tombe sur l'armée régulière congolaise, elle préfère aller se cacher dans la forêt que de vouloir demander sa protection, parce que après, c'est pour retourner l'âme contre elle. Autre pause, et puis nous passons au dernier sujet.